Grands invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Sorvitz, c'est à nos côtés, le directeur de la recherche de LBPM. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. À nos côtés également Nicolas Gottsman, le responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et Jacques Henry nous accompagne, le responsable de la recherche et de l'allocation multi-active de Silex. Bonsoir Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Bon, c'était l'exercice du week-end, j'imagine, Jacques, pour les équipes de recherche de Silex, notamment avec votre publication, votre petite note hebdomadaire publiée le lundi matin, le paragraphe macro étant intitulé « Trump, prix Nobel de la guerre commerciale ». Effectivement, on sent qu'on se rapproche de la fin de la période de trêve entre les États-Unis et la Chine, qui doit aboutir normalement le 1er novembre, et que les discussions reprennent de manière assez vive. Quelle analyse vous faites de cette séquence-là, depuis vendredi soir, et les menaces de droits de douane à 100% sur les produits chinois qui ont été proférés par Donald Trump, et immédiatement derrière cette séquence d'apaisement où Donald Trump lui-même, aidé par Scott Bessent, viennent faire redescendre un petit peu la tension. C'est les méthodes habituelles. Maintenant, le marché commence à s'habituer à la méthode Trump version 2, puisque le premier mandat de Trump était quand même beaucoup plus calme que celui qu'on est en train de vivre. Et puis le point de départ, c'était les terres rares, sachant qu'il n'y a pas eu de changement, de bouleversement majeur sur les terres rares, si ce n'est que c'est un peu la façon en fait de rouvrir en fait une nouvelle fois la boîte de Pandore. Et de faire pression dans la négociation, toujours the art of the deal à la Trump qui réapparaît. Donc taper très fort au début, ensuite assouplir, et puis des fois pas assouplir, puisque des fois il y a eu des assez mauvais deals, notamment pour les Suisses. La Suisse, voilà. Effectivement, c'est plus de 30% pour la Suisse, c'est ça? Oui, 39. 39, oui, près de 40 pour la Suisse, effectivement. Quand il nous dit ne vous inquiétez pas avec la Chine, tout ira bien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est le dernier message qu'il a posté dimanche soir. Alors, en général, il vaut mieux suivre ses messages, son tweet, son message pour dire qu'il fallait acheter le marché, c'était le point bas, grosso modo. Liberation Day. Liberation Day. Donc et puis, comme c'est une information publique, on ne peut même pas lui reprocher de faire du délit d'initié, puisque là, l'information est totalement publique. Donc là, il veut quand même essayer d'apaiser, trouver un arrangement, puisque même s'ils essayent de diversifier leurs apports en terres rares, la Chine reste un acteur qui est assez incontournable en la matière. Ouais. Donc il y a quand même une volonté d'apaisement, mais il y a aussi une volonté d'être assez ferme. Et puis c'est aussi la politique actuelle de faire financer par le reste du monde les déficits américains. Et donc c'est une façon de taxer le monde entier. Donc à partir du moment où la guerre commerciale a commencé, il n'y a pas de raison de l'arrêter du jour au lendemain. Mais le playbook reste valable. C'est-à-dire l'idée d'acheter ces trous d'air, ces creux de marché qui sont provoqués par des tweets, des menaces sans doute excessives, ce playbook il reste valable aujourd'hui. Alors je pense que là ça a été quand même un peu plus sanguin en fait comme réaction. Donc ça arrive, on rappelle, vendredi soir, fin de séance aux États-Unis, des marchés assez peu liquides, et puis ça se poursuit sur la sphère crypto, où là, effectivement, beaucoup moins de liquidités, des plateformes saturées, et donc un bain de sang total sur ces actifs alternatifs. Et ça se fait aussi à un moment où, juste avant les publications de résultats, on vient d'en parler, donc ça commence, et on est en général un peu dans le trou d'air de marché. À un moment où les valorisations sont devenues assez chères, où le sentiment est redevenu assez haussier. Globalement, les sondages auprès des investisseurs institutionnels américains, ils sont de nouveau très boules. Donc tout ça est arrivé à un moment où la volatilité est très basse, était très basse, puisqu'il y a eu un petit pic vendredi, aussi bien sur les taux que sur la partie action. Donc c'est aussi pour ça que ça a été aussi fort comme réaction. Et les cryptos, c'est aussi un actif qui a eu une super perf depuis un petit moment. Pour le coup, les cryptos ont pris un peu le rôle des actions dans des marchés peu liquides parfois. L'actif le plus liquide en général, c'est les actions. Là, ça s'est révélé être des cryptos qui, elles, pouvaient coter. Et donc finalement, elles corrigent, mais elles restent encore sur des niveaux qui sont très élevés. Le Bitcoin tourne autour de 115 000 $. Effectivement, il était à 125, je pense, peut-être avant cette séquence, cette nouvelle séquence commerciale. Qu'est-ce que vous en retenez, Nicolas? L'échéance du 1er novembre arrive. Jusqu'à présent, c'est vrai que s'il y a un pays avec lequel les États-Unis n'ont pas été, très agressifs, finalement, c'est la Chine. Les droits de douane ont été mis en place avec tous les partenaires alliés historiques. La Chine, pour l'instant, j'allais dire, on reporte à nouveau le moment de décision. On a reporté jusque-là le moment de décision avec la Chine.
On reporte, mais pour le moment, les Chinois sont quand même ceux qui sont soumis aux tarifs les plus importants aujourd'hui. Et je pense que la séquence, elle était quand même assez importante, notamment pour la semaine, parce que la presse américaine, dès jeudi, en fait, notamment publié le détail justement des nouvelles restrictions mises en place par la Chine sur la terre rare et qui, effectivement, représentent une menace, notamment dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui aux États-Unis. Et je pense que c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé aux États-Unis depuis que Trump est arrivé. Le premier point, c'est que quand vous regardez les chiffres du PIB américain depuis le début de l'année, en gros, le boom des capex, des investissements dans l'IA sont quasiment le mur porteur de la croissance américaine en 2025. Donc, si vous venez toucher aux terres rares, vous mettez en péril aujourd'hui le seul relais de croissance qui existe aujourd'hui aux États-Unis. Donc, vous avez déjà là un premier problème qui est quand même relativement important. Le deuxième point, et là je pense que c'est beaucoup plus structurel et peut-être encore plus intéressant, c'est que si on regarde la stratégie qui a été mise en place par l'administration Trump depuis le départ, en fait, on a un des volets qui est assez peu discuté, c'est la mise à zéro de l'immigration. Or, l'immigration permettait la croissance de la population active aux États-Unis depuis quelques années. Et en fait, si vous retirez l'immigration, vous n'avez plus de progression de la croissance de la population active. Or, si vous regardez les chiffres depuis les années 50, la croissance de la population active, c'est 40% de la croissance américaine. Si vous regardez les 3 dernières années, c'est 60% de la croissance américaine. Donc, en fait, l'administration américaine aujourd'hui se prive d'une des deux jambes de la croissance. Il ne reste alors que la productivité et donc l'investissement dans les capex et donc l'IA qu'aujourd'hui, la Chine frappe directement. C'est le cœur du réacteur, là. Que Trump veut protéger le cœur du réacteur de la croissance américaine. Et que la Chine cible directement. Ouais. Donc, en fait, il y a vraiment une volonté, je pense, de nuire clairement de la Chine. Et il y a une asymétrie, en fait, parce que les deux pays sont à la recherche de la suprématie dans l'IA. On a aujourd'hui une Chine qui est très dépendante des semi-conducteurs et notamment des puces NVIDIA du côté américain, et on a les États-Unis qui sont dépendants de la Chine vis-à-vis des terres rares. Donc chacun fait des restrictions dans son domaine, dans une course où les deux ne pourront pas gagner. Mais je pense que les États-Unis aujourd'hui ont un avantage certain par rapport à la Chine et ne veulent pas se laisser faire sur ce qui se passe sur le volet terres rares. Il faut imaginer un découplage très profond entre la Chine et les États-Unis, notamment autour de ces questions technologiques. Je me souviens d'une Janet Yellen qui plaidait pour l'idée que les États-Unis, à l'époque, ne cherchaient pas un découplage total avec la Chine, un rééquilibrage. C'était la manière de formuler les choses à l'époque. Là, ce que vous décrivez, c'est que Trump ne pourra pas supporter de rester dépendant, que les États-Unis restent dépendants de la production de terres rares provenant de Chine. C'est ça, ils vont devoir faire quelque chose pour justement couper cette dépendance-là, mais en fait, en surface, on voit effectivement qu'on a l'impression que les relations entre Chine et États-Unis, ça va à peu près. Ouais. Quand on regarde un peu en dessous le manteau, on a eu la guerre est lourde. Nexperia, c'est-à-dire le gouvernement néerlandais qui va taper, et évidemment sur pression américaine comme il l'avait déjà fait avec ASML. On prend le contrôle d'un équipementier, d'un fabricant de puces. C'est ça. Aux Pays-Bas, qui est contrôlé par des fonds chinois depuis 2019, je crois maintenant. Et cette entreprise maintenant est mise sous tutelle justement pour pouvoir préserver les intérêts européens et néerlandais, avec une pression américaine très forte, comme cela avait été déjà le cas avec ASML. On a le cas argentin, où en fait la seule raison pour laquelle les Américains ont sauvé l'Argentine aujourd'hui, c'est de préserver le fait que l'Argentine puisse tomber du côté chinois si les péronistes venaient à gagner les élections. Si les États-Unis ne soutiennent pas la Chine, c'est possiblement une alternance au pouvoir, et c'est possiblement la Chine qui vient reprendre la place perdue gagnée par les États-Unis ces dernières années. Si Milley perd les élections, c'est les péronistes qui reviennent au pouvoir. Les péronistes sont très proches de Pékin et le pays tombe de ce côté-là. Et on a une volonté de plus en plus marquée, notamment en Amérique du Sud, des Américains, justement, de protéger les pays par rapport à une influence chinoise. Donc en fait, quand on regarde la situation, on voit que les actions menées par les États-Unis pour essayer de contrer la Chine sont de plus en plus importantes. Et je pense que la séquence qu'on a aujourd'hui entre Xi et Trump cette semaine et l'éventuelle rencontre ne fait que refléter cela. Ouais. Bon, vos commentaires sur cette stratégie américaine et le poids de l'IA aujourd'hui. Alors, le poids de l'IA dans les marchés, le poids de l'IA dans la croissance américaine. C'est peut-être, j'ai lu, jusqu'à 30-40% peut-être de la croissance américaine du premier semestre. Les dépenses, plus de la moitié. Les dépenses en CAPEX, en logiciels, en équipements informatiques, etc. Et même, c'est la source principale de croissance du commerce mondial aujourd'hui. Toutes ces dépenses liées à l'IA, c'est bien circule quand même à travers le monde d'une manière ou d'une autre et participe à la croissance du commerce mondial qui va tourner autour de 2,5%, bon an mal an, au cours de cette année 2025. Ça devient spectaculaire. C'est une force ou c'est une fragilité, Sébastien? C'est une force d'abord parce que tout le monde est d'accord, personne ne sait de quoi l'avenir sera fait, mais en tous les cas, il y a une chose qu'on sait, c'est que l'intelligence artificielle est en train de changer la façon dont
on fonctionne et dont fonctionnent les entreprises, il y a beaucoup d'endroits où on va faire des gains de productivité très importants, etc. Donc, comme on le disait, aux États-Unis, depuis peu, c'est pas que depuis 30 ans, depuis un semestre. Depuis peu, le premier semestre a marqué un mouvement qui sort du chaos imposé par Trump. Là, c'est vraiment une tendance lourde avec des montants colossaux. C'est soutenable. C'est pas l'histoire d'un semestre ou d'une année. Comme on le disait. Alors, part, la proportion que l'IA représente dans la croissance américaine, c'est quelque chose qui peut s'étendre sur une période. Et en tous les cas, elle peut continuer de façon très forte. Aujourd'hui, la dépense est tellement immense, et là, tous les accords que vient de faire OpenIA récemment sont tellement énormes qu'on ne va pas les faire tous les mois. Donc, mais c'est colossal. C'est-à-dire que sur la dépense elle-même, c'est plutôt 80-90% de la dépense en termes de demande. Aux États-Unis, ça vient de ça, c'est-à-dire construire les data centers, investir dans les puces très chères de Nvidia. L'énergie également qu'il va falloir utiliser pour ça. C'est notre sujet pour l'énergie, c'est des prix de l'énergie qui montent aux États-Unis. C'est le seul pays où les prix de l'énergie montent, l'électricité, parce que les réseaux n'arrivent pas à suivre pour ce qu'il faut, pour l'énergie qu'il faut donner. Donc moi je dirais que l'IA, malgré tout ce que ça peut amener comme disruptif pour l'avenir, est peut-être le seul endroit où on comprend à peu près ce qui se passe. À ceci près, on ne sait pas si ça va être rentable ou pas, ou qui va être les gagnants. C'est la chose qu'on comprend. Sur la guerre commerciale, ou celui qui veut être le champion du monde de l'avenir, c'était déjà avant. Les Américains avaient compris que le monde de demain, c'est un monde de technologie et qu'il ne fallait pas laisser pour les Américains les Chinois gagner. Mais il y a des guerres idéologiques, il y a des pays qui veulent trouver leur place. Et ce qui est sûr qu'on a cassé le monde qu'on avait construit jusqu'à maintenant, le monde globalisé où tout le monde se parle, où les échanges sont libres. Le monde de l'efficience, quoi. Des recherches d'efficience dans laquelle les droits de douane sont très faibles, etc. On l'a cassé. Et on doit s'habituer à quelque chose de différent, quelque chose qui, évidemment, crée des frictions. Et ces frictions, on ne les a pas bien vues. On a l'impression que, beaucoup de gens vous invitent, vous disent, écoutez, la hausse des tarifs, ça ne va rien faire, pas d'inflation, ça ne va pas freiner la croissance américaine. Je pense qu'ils ont tort. Je pense que c'est un élément, il faut passer par là. Aux États-Unis, les prix vont monter, ça aura un impact sur le pouvoir d'achat des ménages, sur les marges peut-être. Sur les coûts de financement. Ça aura un impact. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va rester? Non, c'est quelque chose qui devrait se dissiper, mais ça aura un coût. Ça rajoute à celui... et on n'a pas vu le juste prix encore de ce coût. Parce que les coûts de financement ont monté. Ces frictions, elles se retrouvent quand même déjà dans les marchés, en partie au moins. Les marchés, d'abord parce qu'on le voit dans les résultats, la plupart des entreprises jusqu'à maintenant n'ont pas souffert. D'abord parce que le premier semestre, c'est celui où on a beaucoup anticipé. On a parlé des tarifs, mais on ne les avait pas vus encore. Oui. Et on ne les voit pas. Quand Powell, le président de la Fed, dit des enquêtes qu'eux, ils mènent, le plus probable, c'est que c'est les entreprises, pour l'instant, qui importent, américaines, qui ont pris une partie du coût, mais elles sont en train de le lâcher. Mais ce que je voulais dire, ce n'est pas tellement le mécanisme et comment ça se passe. En tout cas, ça va arriver. Mais Trump a imposé le chaos au monde. Dans une guerre qui est fratricide sur l'avenir. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que vous voyez bien qu'on n'a jamais parlé de l'Europe. C'est-à-dire l'Europe n'est pas dans l'équation qui mène cette guerre. Mais cette guerre, elle est très complexe. Elle est très complexe parce que les États-Unis, devant la Chine, sont faibles, comme la Chine est faible devant les États-Unis. Donc, malgré tout ce que dit les triomphalismes de Trump, c'est dur de combattre la Chine. La Chine est devenue l'usine du monde pour beaucoup de produits et les Américains dépendent de ça. Évidemment, les terres rares aussi, mais aussi le cuivre, etc. Il y a plein de choses qui se passent partout dans le monde qui font que la bataille de Trump, la façon dont il mène sa guerre, va pas être simple et va continuer à contribuer à ce chaos.
Je rappelle que les terres rares n'ont de rare que la capacité à accepter la pollution générée pour produire ces mêmes terres rares, mais qu'elles sont partout sous nos sols, y compris sous notre sol en France. Ce qui est rare, c'est peu de pays acceptent les externalités négatives qui sont nécessaires quand on veut produire et extraire et raffiner ces métaux. Et sur l'Argentine, en fait, les Chinois sont déjà en Argentine. Les Chinois ont pris le contrôle de plein d'entreprises argentines. Mais effectivement, tu as raison. Donc c'est une ligne de front de la guerre Chine-États-Unis aussi. L'Argentine se retrouve aussi comme étant une ligne de front de la guerre. Je pense que c'est d'abord une guerre idéologique. C'est le soutien à Milei, c'est une guerre d'abord idéologique. Mais évidemment, ça participe à ça. C'est un pays très important pour les matières premières, et donc plutôt l'agriculture, mais aussi sur le gaz, le pétrole, etc. Donc... Sur le poids de l'IA, Jacques, qu'est-ce que vous dites? Effectivement, et ça devient très frappant. Alors, le poids de l'IA dans les marchés, on en parle déjà depuis une bonne paire d'années. ChatGPT, c'est novembre 2022, je crois. Mais c'est vrai que la décomposition de la croissance américaine sur le premier semestre est spectaculaire, révélant le poids de ces dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle dans le rythme de croissance américain, dans le commerce mondial également. C'est une force pour la croissance du monde, ou est-ce que c'est fragilité dans le sens où c'est concentré sur un sujet très large, très profond, très vaste, mais un sujet technologique particulier quand même. Alors ça a d'abord été une force pour les marchés, puisqu'on a d'abord vu l'impact sur les marchés, maintenant on le voit au niveau de l'économie. Donc ça a plus exactement les caractéristiques d'une bulle où on pensait... C'est une bonne nouvelle. Les marchés ne se sont pas trompés. On voit quand même dans des chiffres macro la réalité de l'IA. On voit la réalité, donc ça va vraiment dans le bon sens. Et on considère que ça continue à aller dans le bon sens. Là maintenant, le marché s'emballe et s'inquiète en disant que finalement les acteurs de l'IA travaillent entre eux. Un peu comme des marchands de biens dans une bulle immobilière où on se refile la patate chaude. Une forme de circularité. La forme de circularité. Donc ça, c'est la nouvelle thèse négative en fait qui circule dans le marché. Ça, c'est le verre plutôt vide. Le verre plutôt plein, c'est de se dire que lié à ces investissements dans les data centers pour avoir cette suprématie sur la technologie, il y a des investissements qui sont colossaux, qui vont au-delà de ce qu'une entreprise classique peut faire naturellement, qui vont au-delà souvent des capacités des États. Et donc, il y a en fait des entreprises qui se regroupent, qui collaborent pour faire ça. Et puis, il y a déjà eu des précédents. Il y a eu ASML il y a quelques années, en fait, qui, il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, avait besoin d'investissements importants, et c'était Intel, Samsung, TSMC, ses premiers clients qui avaient aidé ses clients partenaires. Donc finalement, c'est aussi ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui, et ça va plutôt dans le bon sens. Ouais. OpenAI devient systémique de ce point de vue-là, quand même. OpenAI devient systémique, comme Nvidia l'est déjà, comme les autres big tech américaines le sont déjà depuis un petit moment, et tous ces gens investissent et avec cette course pour être le leader, le meilleur, et donc ça, c'est des investissements qui sont colossaux, et que ça soit dans un mode collaboratif, c'est plutôt bon signe en fait. Et ça participe à maintenir cette dynamique, et on serait bien content en Europe d'avoir une dynamique similaire. Elle n'est finalement qu'aux États-Unis. Bon, peut-être l'occasion de dire un mot de Philippe Aghion et de ce prix Nobel d'économie, dit de la Banque de Suède en l'occurrence, avec deux de ses confrères anglo-saxons. Donc, démontre la capacité à générer une croissance soutenable sur la base d'un leadership technologique. C'est ce que j'ai compris de l'idée des travaux de Philippe Aghion. Je trouve que ce qui était intéressant aujourd'hui, c'était qu'on a enfin remis la croissance comme étant un thème intéressant, donc ce qui était déjà un peu une nouveauté, mais donc c'était très bien. Et je pense que dans la logique actuelle, c'est vraiment intéressant, parce que d'une part, donc on parle effectivement de la croissance et de l'innovation. Ce que je disais avant, donc les États-Unis se coupent une jambe, celle de la croissance de la population, et il ne reste donc que la productivité. Et donc, il est assez logique de voir l'administration américaine faire tout ce qu'elle peut pour soutenir cette productivité, notamment au travers le soutien qu'elle peut apporter avec tous les deals qui sont faits dans les entreprises, les grandes entreprises. Peut-être que le petit paradoxe, justement, avec Philippe Aghion aujourd'hui, c'est que Philippe Aghion a beaucoup théorisé, notamment sur l'importance des startups et la destruction créatrice dans le rôle de l'innovation. Or, il y avait un papier de recherche vraiment très intéressant qui avait été publié par la Fed en mois de juillet dernier,
en montrant qu'en fait, les startups avaient assez peu participé à l'innovation aux États-Unis sur les 20 dernières années, et en fait que c'était un contexte qui était surtout celui des États-Unis des années 90. Or, depuis le début des années 2000, celles qui ont porté et soutenu l'innovation, ce sont les méga firms, les énormes entreprises, celles qu'on n'a pas en Europe. Et en Europe, on a effectivement soutenu beaucoup ce modèle des startups pour pouvoir générer ça. Mais ça commence bien par une start-up, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont tous commencé en étant des start-up, mais elles ont des start-up, mais le modèle maintenant, c'est je travaille chez Google. C'est les gros qui font la croissance quand même aujourd'hui. Voilà, et on crée des start-up à partir de personnes qui sont existantes dans les grosses entreprises, qui vont être rachetées ensuite par les grosses entreprises. Et donc, on a un cycle d'innovation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que généralement, on pensait que les grandes entreprises allaient tuer plutôt l'innovation. C'est pas vraiment ce qui s'est produit. Et on voit ces entreprises qui dominent le monde aujourd'hui, mais qui soutiennent la productivité américaine et qui donc deviennent le premier moteur de la croissance aux États-Unis et qui vont être soutenus à fond par le gouvernement américain. Il y a plus de sujets anticoncurrentiels, enfin, on va les laisser tranquilles parce que c'était un des arguments, souvent des démocrates notamment, de dire ces boîtes-là tuent l'innovation. Elles achètent la moindre start-up qui a un logiciel concurrent ou qui pourrait leur faire de l'ombre un jour. Alors, ils l'intègrent. La conclusion de la Fed, du papier de la Fed, c'est de dire faites très attention avec la régulation, parce que justement, plus on va réguler, plus on met à risque justement l'innovation, ce qui va devenir le cœur de la croissance américaine pour les prochaines années. Moi, je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas lu le papier de la Fed. Non, et Philippe pour ce soir. Donc, c'est un schumpeterien, c'est quelqu'un qui a étudié la croissance, c'est pas le seul. Alors, le problème, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est un optimiste. C'est-à-dire que Gordon, c'est un autre qui a beaucoup travaillé sur la croissance, mais qui pensait qu'il y aurait plus d'innovation technologique et donc il y aurait plus de gains de productivité et de croissance. Et lui, il a cru à la croissance et justement, il a travaillé sur ces sujets d'innovation. On lui avait même donné la charge, c'est Macron l'année dernière, en 24, où il avait produit un rapport pour qu'est-ce qu'il faut faire. On n'a pas fait grand-chose de ce rapport. En tous les cas, on ne le voit pas. En tout cas, on avait la bonne personne pour le faire. On avait la bonne personne. C'est ce que nous dit aujourd'hui la Banque de Suède. Et lui, ses conclusions, si on faisait un peu de ce qu'il disait, le PIB français en 10 ans, il pouvait doubler grâce à donc ce que pouvait apporter l'IA. Maintenant, l'innovation, est-ce que l'innovation a été portée par les grands groupes américains? Ouais. Je pense que la première chose qu'ils ont fait, les grands groupes, c'est créer des vrais monopoles dans plein de domaines. Et c'est pas sûr, l'histoire nous le dira, est-ce que c'était une bonne chose ou pas. Maintenant, c'est la première fois, peut-être dans l'histoire, c'est vrai, que les mêmes sont ceux qui sont à la tête et parce qu'ils ont la puissance économique d'être à la tête. Mais OpenIA n'est pas été créé par ces gens-là. Je suis bien d'accord, c'est ce que j'allais vous faire remarquer. En fait, Musk, exactement. Parce qu'il était surtout... OpenAI n'est pas sorti... Thiel a toujours été mais Thiel n'est pas à la tête d'aucune de ces grosses boîtes. Il a toujours été dans beaucoup de ces projets d'innovation. C'était un ex-copain. Il reste proche parce qu'ils ont les mêmes théories. C'est plus un théoricien en plus, Thiel, parce que c'est quelqu'un qui croit à justement le conflit à l'intérieur de la société. Il y a une thématique un peu religieuse. On ne va pas rentrer dans la philosophie de Thiel, mais c'est quelqu'un qui a partout essayé d'innover avec des startups. Ouais. Toutes ces startups ont été achetées par les grands. Microsoft a voulu acheter OpenAI. On s'en souvient, bien sûr. On n'a pas réussi. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Et ce qui est sûr, et ça c'est un autre Français qui avait écrit là-dessus, c'est qu'aux États-Unis, on s'est endormi au volant et on ne régule plus depuis très longtemps. On a essayé de casser certains de ces monopoles et on n'y arrive pas. Et la chute, vous vouliez parler de l'Europe, la chute, c'est que nous-mêmes, les Français ou les Européens, on dépend de la technologie américaine. Il n'y a pas un domaine dans lequel on n'est pas dépendant de la technologie américaine. Ici, n'importe où, vous ouvrez votre ordinateur, tout est américain. Peut-être même l'ordinateur d'ailleurs. Et donc, ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc c'est normal qu'on soit en faiblesse. Quand vous voyez les profits d'Apple, c'est vrai qu'on peut dire voilà, c'est la bonne valorisation, vu ce qu'ils génèrent. Ces gens-là peuvent investir comme Nvidia aujourd'hui. C'est combien 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, on deal avec OpenAI. 100 milliards de dollars. Oui, mais non, mais je sais bien. Oui. C'est ça le. Et nous, on n'a pas ça. On n'a pas ces monstres qui, en plus, aujourd'hui, peuvent dicter aussi la politique. Et entrer en politique.
pas simple de trouver la bonne équation. Qu'est-ce que ça implique comme casse-tête pour la Réserve fédérale américaine, par exemple, Jacques-Henri? L'histoire de cette croissance américaine, obsédée par la productivité et donc par les dépenses technologiques autour de l'IA, sachant, comme l'a rappelé Nicolas, effectivement, que d'autres piliers, notamment celui de la croissance de la population active, sont des piliers qui sont à terre aujourd'hui. Pour la Réserve fédérale américaine qui va se réunir là d'ici la fin du mois, qu'est-ce que ça change pour ce mois-ci et pour la suite? Juste peut-être encore un tout dernier point sur la concentration. En fait, ce mouvement de concentration, nous, on ne le voit pas de façon négative. En fait, ce mouvement de concentration, il existe dans toute industrie. Par contre, c'est la lutte en fait pour être le meilleur. Et ce qui a été fait, c'est toutes ces entreprises américaines ont racheté des startups, ont intégré très tôt en général ces startups pour toujours avoir un avantage concurrentiel, un avantage compétitif. Et donc c'est assez compatible avec les théories sur l'innovation qui existent. C'est juste que le fonctionnement a un peu changé avec le temps. Et OpenAI n'est pas sorti en fait de ces grands groupes, mais par contre maintenant collabore avec ces grands groupes. Alors, si on revient maintenant à la Fed, alors la Fed est un petit peu coincée. Alors déjà, elle est un petit peu coincée parce qu'elle est data dependent. Elle dépend des données, il n'y a plus de données. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà une première contrainte. Le premier piège, en fait. Finalement, la Fed s'est mise dans une situation de faiblesse. Et est-ce qu'il y a un peu de calcul de Trump? On peut le penser. Voilà. Alors par contre, il y a au moins les données d'inflation qui devraient pouvoir sortir. C'est ce qu'on était en train de se dire avant l'émission. Puisque l'inflation, ça a un impact sur plein de choses. Donc, il y a deux choses. C'est indexation des pensions et puis il y a aussi le paiement de la solde des militaires. Donc, il pourrait y avoir quelques efforts qui puissent être faits. Les retraités, les militaires, ça compte. Voilà, les retraités, les militaires, ça peut compter pour l'électorat. Donc, peut-être qu'il y aura un impact là-dessus. Par contre, pour la Fed, elle a baissé les taux sous pression, mais d'un autre côté, elle a aussi communiqué assez clairement pour dire que c'était plutôt du risk management, que c'était pas en fait une accélération pour baisser très fort les taux. Et pour cause, l'inflation, elle reste encore relativement élevée, et surtout l'inflation cœur. Donc on est quand même assez loin de la cible. Par contre, il y a le marché de l'emploi qui se détériore, donc ils ont trouvé un modus operandi pour finalement faire une forme de consensus, pour trouver une sorte de point d'équilibre. Est-ce qu'ils peuvent vraiment baisser très fort? Nous, on était un peu dubitatif quand on s'était parlé, c'était à la fin du mois d'août. Le marché pouvait s'attendre à 50 points de base de baisse. Nous, on était un petit peu plus prudent là-dessus. Je pense que la Fed, et puis le rapport sur l'emploi, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Non, voilà. Ça je vous confirme. Et le shutdown pourrait durer. Je pense que finalement, dans cette volonté de réduire la voilure au niveau de l'État, le shutdown est une façon aussi assez peut-être calculée des républicains de mettre la pression en fait pour aller pas juste simplement dans l'État profond où l'État décide de tout, mais simplement avoir un État qui soit un petit peu plus léger, qui coûte un petit peu moins cher. Bon, on verra ce qui ressort de ce shutdown. On en parlera, je le rappelle, dans le dernier quart d'heure notamment. Mais pour la Fed, vous dites, c'est rajouter un peu plus d'ombre au tableau d'une certaine manière. Donc, ça sera plus difficile. Pour la réunion d'octobre, ça sera plus difficile, moins lisible. Je pense que ça va être plus compliqué. Nicolas, où en est la Fed là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comprenez de sa fonction de réaction et de sa stratégie pour les mois qui viennent? Alors, je trouve que le nouvel arrivant, Stéphane Miran, donc, qui lui demande une baisse agressive des taux, et on estime que c'est effectivement le résultat de son affiliation politique à Donald Trump. La lecture de son discours vaut le coup, parce que je trouve que les arguments qu'il amène sur la table sont pas dénués de bon sens, sont très solides. Très solides. Et notamment, il revient justement sur cette question d'immigration. Et quand vous avez en fait une économie sur les 3 dernières années qui tourne avec en gros une croissance de la population active qui fait 2 millions chaque année et qu'on passe d'un coup à 0, vous changez tout à fait de profil de croissance. Et quand je regarde les données qui ont été publiées notamment par le CBO, donc le Bureau économique du Congrès, on voit qu'ils ont révisé assez fortement leur croissance potentielle pour l'année 2025. On était à 2,30. En gros, on va passer à peu près à 1,60. Ça fait en croissance potentielle, donc c'est même pas une question de conjoncturelle. Et simplement sur l'effet de l'immigration, donc c'est quand même des choses qui sont quand même relativement importantes. Et oui, ça a un effet sur le taux d'intérêt naturel. Et donc, on peut légitimement penser que donc ce taux d'intérêt naturel a été plus élevé sur les dernières années parce qu'on avait une migration assez forte qui avait produit justement cette croissance de la population active au-delà de ce qu'on avait eu en tendance. Et on a l'inverse qui est en train de se produire là avec des estimations sur 2025-2026
qui sont à peu près analogues, c'est-à-dire, en gros, on estime qu'il peut y avoir de croissance de la population active pendant cette période-là. Et donc oui, peut-être que le R-star est beaucoup plus bas aujourd'hui. Et les gains de productivité dont vous parliez tout à l'heure, ça modifie pas l'équilibre dans l'autre sens, là? Pour l'instant, justement, on les a pas encore. Alors, pour l'instant, on n'a pas de la productivité. C'est une promesse. Pour l'instant, c'est vraiment de l'investissement dans les data centers qui vont être mis en place. Et je crois que le premier, celui qui a été commencé à être construit au Texas en juin 2024, sera mis en service seulement courant 2026. Donc en fait, là, on est en train de construire une puissance de calcul absolument énorme aux États-Unis, mais elle ne viendra en fonction qu'à partir de l'année prochaine, et ensuite on verra ce qui se passe. D'accord. Mais pour le moment, dans l'intervalle, la croissance potentielle est peut-être plus basse que dans ce qu'on estime. Aujourd'hui, le corollaire aujourd'hui d'une situation où on a une économie qui est tout à fait portée par l'IA, c'est d'avoir une économie, le reste de l'économie américaine qui ralentit plutôt. On a le secteur immobilier est plutôt dans le rouge, la construction est dans le rouge, la consommation est plutôt en baisse, et en fait tout ce qui dépend réellement de la Fed, elle est plutôt dans le rouge. Et évidemment, Nvidia n'est pas contraint par des taux, par les taux à 4% de la Fed. Ça, c'est pas le souci. Et donc, oui, je pense que la Fed a besoin de baisser ses taux pour pouvoir soutenir un niveau d'activité qui, aujourd'hui, est défavorable. Parce que le jour où ça va s'arrêter dans l'IA, ça peut faire mal. Et on peut estimer que la frénésie qu'on a aujourd'hui d'investissement dans l'IA peut s'arrêter en courant 2026. Ouais. Le jour où ça arrive, il vaut mieux que la Fed soit suffisamment, une position suffisamment souple pour pouvoir garantir un redémarrage de l'économie qui permette de rééquilibrer les situations. Ouais. Bon, donc il y a un chemin et des arguments en tout cas pour continuer de baisser les taux, pardon, de la baisse de septembre, pour fin octobre, décembre. Déjà, ces deux meetings-là, vous dites, il y a les arguments pour continuer de baisser de 25 points de base. Le deuxième argument aussi, c'est que aujourd'hui, le CPI américain, l'inflation américaine est aussi largement portée par les prix de l'immobilier, qui ont ce qu'on appelle le shelter, qui ont un décalage dans le temps qui est relativement important, notamment parce qu'il y a une incorporation progressive de l'évolution des prix. Or, les loyers en temps réel aujourd'hui sont à des niveaux qui sont très bas. On est passé en dessous des 3%, ce qui n'était pas arrivé depuis le milieu des années 2010. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'est pas à ce niveau-là. Et donc, on sait que cette baisse des prix dans l'immobilier va commencer à être incorporée dans le CPI et ça va le porter à la baisse. Une forme d'inertie. Exactement. Et donc, les arguments sont là justement pour pouvoir avoir un profil qui soit un peu plus clément de la part de la Fed. Sébastien. Moi, j'y crois pas. Non, mais j'y crois pas parce que les arguments de Miran, en fait, c'est le paradoxe de cet homme. C'est-à-dire que il est très jeune, il est très intelligent, etc. Et il donne une série d'arguments pour se traiter le fameux R étoile. Or, les gens à la Fed, et ceux qui sont à la Fed, tous les banquiers centraux, ils savent que c'est important comme point de mire. Et je crois qu'effectivement, si Nicolas a raison, on va voir plus vite, et nous on pense que les facteurs qui jouent sur la croissance aujourd'hui, en termes de consommation, on devrait le voir, on voit peu, mais on pense qu'on va le voir, le fait de réduire, on était à 4 millions, on avait beaucoup baissé de gens qui rentraient, on va passer à 1 million, ou choses comme ça, on va avoir par définition une baisse de la croissance. Mais il n'y a aucun banquier central qui va vous parler de 2027 aujourd'hui. Il va voir ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché du travail et le taux de chômage est à 4,3. Peut-être qu'il ira à 4,5 dans l'hypothèse que, effectivement, les entreprises n'embauchent plus parce que l'économie va mal, parce que la demande n'est pas là. On ne le voit pas pour l'instant, mais ça peut arriver. La paralysie tient plus par les distorsions apportées par les tarifs. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, le nombre de gens qui arrivent sur le marché du travail s'est beaucoup réduit. Et c'est ce que dit Powell de façon très empirique. Est-ce que l'équilibre sur le marché du travail c'est complètement déstabilisé? Et donc, on ne va plus pouvoir offrir du travail aux gens qui arrivent. Ce n'est pas quelque chose de simple à traiter avec un choc comme ça. Peut-être que Nicolas a raison et Miran a raison sur cette variable-là. Et arrive le choc des tarifs. Et le choc de tarifs, quand vous avez eu un phénomène inflationniste comme vous l'avez eu, on peut dire que les anticipations ancrées. Quand on regarde les enquêtes auprès des ménages, on dit que c'est moins ancré. Mais sur le marché, la crédibilité de la Fed n'est pas partie. Et donc, si la Fed va trop vite, on a ce risque. On a ce risque parce qu'on va avoir un effet d'inflation. Et c'est très difficile à gérer. Vous avez un boom de la demande liée à l'investissement. Vous avez l'inflation qui arrive par ce choc. Vous pouvez dire non, c'est temporaire. Je suis la Fed, je ne peux pas agir facilement. Et donc, moi, je pense que c'est vrai que la Fed sera plus prudente. Mais moi, je pense que là, ils vont quand même baisser en octobre pour
acté le Parce que le marché l'attend déjà. Déjà c'était une seconde raison, mais c'est pas à cause des migrants. Mais parce que effectivement le marché l'attend et parce qu'il y a une faiblesse sur, en tous les cas, le marché du travail dont on ne sait pas trop quoi en faire aujourd'hui. Oui. Avec moins de données d'ailleurs que d'habitude pour juger ce marché du travail. Mais je reviens du coup au début de notre discussion, quand on revient sur la réaction de marché suite aux menaces commerciales de Trump ce week-end, on a vu tout de suite une baisse des taux longs. C'est-à-dire que le marché considère quand même que si on devait mettre 100% de tarifs supplémentaires sur les produits chinois importés aux États-Unis, ce serait avant tout négatif pour la croissance, Jacques. Là, on joue vraiment l'aspect négatif croissance et la baisse des taux. Mais la baisse, elle a été violente sur l'affichage, mais on reste sur des niveaux autour de 4%. Oui. Et ces 4%, en fait, c'est ce qu'on estime être à peu près le niveau d'équilibre. Et ce niveau d'équilibre, il va osciller en fonction, en fait, du risque, en fonction notamment des droits de douane qui peuvent exister. Mais ces 4%, en prenant des mesures différentes, on avait fait ces estimations il y a une année, on les a refaites aujourd'hui, on revient à peu près autour de cette cible, alors qu'il y a quelques mois, on pensait que les taux pouvaient monter à 5. Dans les discussions, ils étaient montés au-dessus de 4,5. Mais on est revenu finalement sur un niveau qui nous paraît être assez normal, assez conforme. Rapide question pour chacun d'entre vous, or ou argent? Qu'est-ce qui protège le mieux et qu'est-ce qui a le plus de chances d'avoir encore de la performance devant nous là, Jacques? Alors peut-être à court terme, il y a encore du potentiel sur l'argent, mais sur la durée, on en a déjà parlé plusieurs fois. Nous, c'est l'or. Et que l'or, et rien que l'or. Voilà, il est l'or, monseigneur, parce que on a les banques centrales. Quelle distinction vous faites entre l'or et l'argent alors l'actif qui est détenu par les banques centrales, c'est l'or. Voilà, l'argent, non. L'accélération du prix aujourd'hui, pour moi, c'est plus un mouvement spéculatif, un mouvement technique, plutôt qu'une accélération en fait sur la transition énergétique qui est gourmande en argent. Donc c'est et il y a le ratio argent. La spéculation est plus vive sur l'argent que sur l'or, vous dites aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, personne ne pensait que la hausse de l'or se ferait aussi vite. Nous, on était haussiers sur l'or depuis assez longtemps. On a essayé à un moment de jouer de façon tactique des replis. Globalement, la tendance est tellement forte, il y a une telle demande des banquiers centraux que finalement, ça n'a pas marché. Par contre, si on veut se diversifier en dehors de l'or aujourd'hui, on peut voir que tout le complexe des métaux précieux a pu monter et que le deuxième, le plus liquide, va rester l'argent, et c'est l'argent qui en bénéficie aujourd'hui, alors que le ratio de l'un sur l'autre était à des plus bas historiques. Et donc, je pense que c'est plus une explication technique qu'une explication fondamentale. Bon. L'argent, en termes de performance, effectivement, qui est un peu devant l'once d'or. Bien devant l'or. Cette année, il n'y a pas photo. Et sur la durée, je pense que ça reste l'or qui va jouer son rôle. Question pour vous, Nicolas. Est-ce que la situation de crise politique en France peut permettre à la Banque Centrale Européenne de trouver des arguments pour délivrer une petite baisse de taux en plus, une ou plusieurs, je ne sais pas? Je pense que ce n'est pas une question de baisse de taux. Pour la France, je pense qu'il y a, pour le coup, là, ça vaut le coup peut-être de faire une comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis sur le QT, donc la réduction du bilan. Je pense que ce que fait la BCE est tout à fait irresponsable. Elle réduit son bilan beaucoup plus vite aujourd'hui que la Réserve fédérale américaine. Beaucoup plus vite. Beaucoup plus. Et quand on voit d'ailleurs le comportement des taux américains depuis le début de l'année, en fait, au mois de mars, la Fed a annoncé qu'ils avaient réduit donc la réduction, le rythme de réduction. Ils ralentissent la réduction de leur bilan. Et ils passaient à 5 milliards par mois de treasuries. La BCE aujourd'hui est à peu près en moyenne depuis le début de l'année à 38 milliards par mois. Donc si on compare ça au PIB, les États-Unis réduisent leur bilan de l'équivalent de 0,2 points de PIB par an, avec une économie qui, me semble-t-il, tourne un peu mieux que celle de l'Europe, alors que l'Europe baisse, elle, de 3% par an. Donc il y a un nœud coulant là. Il y a un nœud coulant, on va 15 fois plus vite que les Américains, alors qu'on est dans une situation beaucoup plus dégradée. Et quand je regarde les chiffres français, c'est un scandale. C'est-à-dire que depuis le mois d'avril, le montant des titres vendus, laissés arriver à échéance par la BCE est plus important que l'ensemble de ce qui a été fait aux États-Unis. Ce qui n'a littéralement aucun sens. Pour la France. Oui. Et quand donc c'est difficile dans ces conditions-là de s'étonner de ce qui se passe sur les taux français, sur le manque de croissance, parce qu'évidemment, avec des taux à ce niveau-là, quand vous avez une croissance nominale du secteur privé en France qui est à 1%, contre à peu près 5% aux États-Unis, et que dans le même temps, vous avez une banque centrale qui est plus agressive, alors que vous avez une situation qui est beaucoup plus dégradée,
vous ne pouvez pas vous étonner de la situation actuelle. Donc je pense qu'effectivement, si la BCE veut faire quelque chose qui puisse aider le pays, ça serait de faire ça, parce que je pense qu'elle a un rôle, je dirais pas majoritaire, mais très lourd dans ce qui est en train de se passer en France depuis 2 ans. Je pense que le cycle de hausse de taux qu'elle a fait, plus le rythme de son QT depuis 2022, est une des causes principales de ce qui se passe aujourd'hui en France. Bon, non, mais c'est un peu technique, mais il nous reste 1 minute, Sébastien. Est-ce que la BCE doit ralentir la réduction de son bilan? Et le débat sur l'euro à la baisse, quand on commence à réduire le bilan sur les taux, est quelque chose de vraiment pas évident. Il y a tout bien quelqu'un qui achète à un certain prix. Mais Nicolas a peut-être raison que ça joue. Moi, je crois pas. Je crois que ça joue beaucoup quand on fait le contraire. Ça influence, ça crée de la liquidité. Donc quand on achète, okay. Donc les distorsions quand on le défait peuvent être importantes, mais je ne crois pas que ça soit le plus important. Et de fait, toutes les banques centrales voudraient sortir de ça et arriver à un niveau de bilan qui soit adéquat pour que l'économie continue à fonctionner. Est-ce que, et c'est là où Nicolas pourrait avoir raison, peut-être qu'on est allé trop loin et on n'a pas assez de liquidité, assez de buffer de liquidité pour l'économie pour fonctionner. Mais le niveau lui-même des taux, je ne suis pas sûr que... Non, c'était bien. Est-ce que la corrélation entre est-ce que c'est ça qui fait que les choses sont graves? Je pense que le manque de croissance française, et de fait l'immobilier commence à repartir, et c'est bien les taux qui doivent le faire. Et nous, on s'attend à qu'ils fassent un petit geste. On s'arrête là pour le débat sur la France, mais c'est un débat permanent, évidemment, et bien volontiers dans cette émission. Merci beaucoup à vous trois, Sébastien Paris-Horvitz, LBPAM, Jacques-Henri Silex et Nicolas Gutmann, la financière de la Cité.